Alors, mesdames et messieurs, si on parle de la guerre du Moyen-Orient et comment elle influe l'économie africaine, on a le plaisir d'accueillir en ligne Madame ou Docteur Nehel Al-Shafa'i, qui est chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Docteur Nehel Al-Shafa'i, bonjour. Docteur Nehel Al-Shafa'i, bonjour. Vous m'entendez? Alors, mesdames et messieurs, en attente pour régler ce problème technique, on vient de voir un commentaire sur la guerre et les percussions de la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Alors, Madame Nehel Al-Shafa'i est de retour. Madame Nehel Al-Shafa'i, bonjour. Bonjour. Madame Nehel Al-Shafa'i, je vous écoute. Alors, en attente de régler... Allô, Madame Nehel Al-Shafa'i, vous m'entendez? Maintenant, oui. Alors, Madame Nehel Al-Shafa'i, bonjour. On parle de la guerre entre la guerre du Moyen-Orient et ses influences sur l'économie africaine. Madame Nehel Al-Shafa'i, dans quelle mesure la guerre entre Washington et Téhéran constitue-t-elle aujourd'hui un nouveau choc économique pour les pays africains? Je pense qu'il faut d'abord changer la manière de regarder cette crise. Parce que pour l'Afrique, le problème n'est pas uniquement ce qui se passe entre Washington et Téhéran. Le problème est ce que cette confrontation révèle de la fragilité du système économique mondial. L'Afrique est particulièrement exposée au choc extérieur parce qu'une grande partie de ses économies reste connectée aux marchés internationaux de l'énergie, des céréales, des capitaux et des devises. Donc, une perturbation au Moyen-Orient peut produire des conséquences très loin de la zone du conflit. Le premier canal est évidemment l'énergie, mais il faut aller plus loin. Lorsque le marché pétrolier anticipe un risque de rupture, les prix intègrent non seulement l'offre disponible, mais également une prime géopolitique. Autrement dit, même avant qu'une pénurie réelle n'apparaisse, les acteurs économiques commencent déjà à payer le risque. Et cette prime se transmet à toute l'économie. Le transport devient plus coûteux, les coûts de production augmentent, les importations deviennent plus chères et les gouvernements doivent consacrer davantage de ressources pour protéger les ménages. Mais il existe un deuxième choc, beaucoup moins visible. C'est le choc sur les finances publiques. Un État africain qui doit subventionner davantage l'énergie pour empêcher une explosion sociale dispose mécaniquement de moins de ressources pour investir dans les infrastructures, la santé, l'éducation ou la transformation industrielle. Donc, une crise géopolitique extérieure peut finalement ralentir la transformation économique intérieure. Et c'est là que je vois le véritable risque pour l'Afrique. Ce n'est pas nécessairement une crise spectaculaire en une seule journée, mais une érosion progressive des marges de manœuvre économique des États. Donc, certains pays vont perdre ici davantage sur leur facture énergétique, d'autres sur leur monnaie, d'autres encore sur leurs recettes d'exportation ou sur leur investissement. Donc, je parlerai moins d'un simple choc pétrolier que d'un choc de vulnérabilité. Et à mon avis, cette crise rappelle une réalité fondamentale. Pour l'Afrique, la souveraineté économique ne peut plus être séparée de la sécurité énergétique. Madame Nehel Al-Shafa'i, quels sont les pays africains les plus vulnérables à la hausse des prix du pétrole et pourquoi? La réponse ici paraît simple, les pays importateurs de pétrole. Mais en réalité, la carte de la vulnérabilité africaine est beaucoup plus complexe. Le pays le plus vulnérable n'est pas forcément celui qui importe le plus de pétrole. C'est celui qui dispose du moins de capacité pour absorber une augmentation de sa facture énergétique.
Il faut donc regarder plusieurs éléments en même temps. La dépendance aux importations énergétiques, la capacité à générer des devises, le niveau d'endettement public et la possibilité pour le gouvernement de protéger les ménages sans détériorer davantage ses finances. Prenons un pays qui importe son pétrole, dont la monnaie est faible et dont les réserves en devises sont limitées. Pour lui, une hausse du pétrole crée immédiatement une tension sur la balance commerciale. Mais si au même moment le dollar s'apprécie, le problème devient encore plus sérieux. Le pays doit payer plus cher son pétrole en dollars et davantage encore en monnaie nationale. Le pétrole devient alors un problème de change, avant même de devenir un problème budgétaire. À l'inverse, certains pays producteurs peuvent bénéficier de la hausse des prix, mais cela ne signifie pas qu'ils sont totalement protégés. Ils peuvent gagner davantage grâce aux exportations, mais subir simultanément une hausse du coût des produits importés, des équipements et des denrées alimentaires. Il existe donc une véritable asymétrie. Les producteurs peuvent gagner sur la vente de pétrole, tandis que les importateurs paient directement la hausse. Mais tous peuvent subir les conséquences d'une inflation mondiale et d'un ralentissement économique. Et cette différence de résilience pourrait devenir l'un des grands critères de stabilité économique en Afrique dans les prochaines années. Si vous parlez, Madame Nihal El-Shaf'i, du dollar, alors la pression sur les monnaies africaines face au dollar risque-t-elle d'aggraver l'inflation et le coût des importations? Vraiment oui, mais le phénomène est plus profond qu'une simple baisse de la monnaie. Le véritable problème est que le dollar devient simultanément la monnaie de facturation de nombreuses importations stratégiques et la monnaie refuge en période de crise. Cela crée une pression particulière sur les économies émergentes. Imaginons une économie africaine qui doit acheter son pétrole en dollars. Si le pétrole augmente de 20%, la facture augmente déjà. Mais si parallèlement la monnaie nationale perd de sa valeur face au dollar, le coût réel de l'importation augmente encore davantage. Et ensuite, cette hausse se propage. Le transportateur paie plus cher son carburant. Le producteur paie plus cher le transport et les intrants. Le commerçant paie plus cher l'acheminement des marchandises. Et finalement, le consommateur absorbe une partie de cette chaîne de coûts. C'est donc une inflation par transmission. Le choc entre par l'énergie, mais il finit par atteindre l'ensemble de l'économie. Et ici, les banques centrales se trouvent face à un dilemme particulièrement difficile. Elles peuvent augmenter le taux pour soutenir la monnaie et contenir l'inflation. Mais des taux plus élevés signifient également un crédit plus cher, moins d'investissement et potentiellement un ralentissement économique. Très bien. Madame Nihal El-Shaf'i, si les tensions autour du détroit d'Ormuz se prolongent, selon vous, quelles seraient les conséquences les plus importantes pour la croissance et la stabilité économique de l'Afrique? À mon avis, le scénario le plus préoccupant serait moins une explosion brutale des prix qu'une installation durable de l'incertitude. Parce qu'une économie peut absorber un choc temporaire. Ce qui devient beaucoup plus dangereux, c'est lorsque les entreprises, les gouvernements et les investisseurs ne savent plus quel sera le coût de l'énergie dans 3 mois, 6 mois ou 1 an. Le détroit d'Ormuz est stratégique parce qu'il ne concerne pas seulement le pétrole disponible aujourd'hui. Il concerne la confiance dans la continuité des flux énergétiques mondiaux. Si les tensions se prolongent, plusieurs mécanismes peuvent se déclencher simultanément. Hausse des prix de l'énergie, hausse des coûts d'assurance maritime, augmentation des coûts de transport, pression sur les monnaies, inflation persistante et conditions financières plus difficiles. Mais le véritable danger pour l'Afrique apparaît ensuite. Si le choc énergétique finit par ralentir la grande économie mondiale, l'Afrique peut subir un deuxième choc à travers la baisse de la demande extérieure. Cela signifie moins de demande pour certaines exportations, moins d'investissements, éventuellement moins de recettes touristiques et des conditions de financement plus difficiles. Donc l'Afrique peut être touchée 2 fois.
D'abord par le coût de l'énergie, puis par le ralentissement de l'économie mondiale. Et c'est précisément pour cela que je considère le détroit d'Ormuz comme plus qu'un problème énergétique. C'est un test de la résilience économique mondiale. Pour l'Afrique, la réponse stratégique ne peut donc pas être uniquement de chercher davantage de pétrole sur le marché international. Elle doit être beaucoup plus structurelle. Développer les capacités énergétiques nationales, renforcer les interconnexions régionales, accélérer même les investissements dans les énergies renouvelables. Parce que finalement, la grande leçon d'Ormuz n'est pas simplement que l'énergie est chère lorsqu'une guerre éclate. Et pour l'Afrique, cette vulnérabilité énergétique peut devenir à terme une vulnérabilité stratégique. Madame Nihal El-Shaf'i, vous êtes chercheuse en sciences politiques et stratégiques. Je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très efficace. Vous souhaitons une excellente fin de journée. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre émission Voix du continent. Je vous remercie pour votre attention et votre suivi. Restez toujours sur Nile TV International. Dans quelques minutes, une nouvelle transmission en langue anglaise. Vous souhaitons tous une excellente fin de journée.